I feel deadly on the block. I feel deadly cause I'm buck. I feel deadly in a truck. This semi is Otto. This beat is Bravo. Kill him, Damo. Hit the head honcho. Chest bang to the cosmos. I feel like Macho. X-Pac, Bucko. I'm bucking. I'm about to rumble. I'm wildin'. We bucking. We bugging. We bugging. The style on Miles, yo. It's West Gun. What up, Sonny? I carry the heat. All you see was gun smoke. The girl made me unfold. The monster. 50 feet high, Godzilla crushing a cop car. The robber ain't no knockoff. Use a fool kid, smacked by a crew kid, to end up in a tomb, bitch. That was kinda shady, huh? That was kinda wavy, huh? Bring the arsenal. Nah, we should save that for lady, huh? If I need proof, niggas gon' start acting crazy, huh? The game's too heavy, it's West Gun, the blade too heavy. It is way too heavy, I'm way too heavy. I'm way too deadly, I'm way too heavy. I'm way too deadly, I buck like a Chevy. Your get off ain't steady, you don't seem ready. Soft as a teddy, watch me rip you. I look like a Yeti, kill everyone, there's plenty. Anybody's about 20. Fuck it, I need 50. Cause it's bang for 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 50. Bang for 50, cause it's 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 bang for 50. Salut Cyborg. Hello. Merci pour cet hommage, en fait, parce que tu me disais qu'en fait, cette musique avait été créée en hommage à une personne qui a compté pour la communauté Crump et qui est décédée il y a quelques semaines, si j'ai bien compris. Donc voilà, il y a une charge que j'ai bien ressentie là, qui témoigne de ça et merci pour ça, en fait. Alors du coup, en fait, on va avoir un moment de palabre. Un moment de palabre parce que l'idée là, c'est de parler de nos cultures, de ce qu'elles sont, de comment on les définit, de ce que tu en fais, de ce que j'en fais et de ce qu'on en fait ensemble. Du coup, je trouvais ça intéressant que cet espace de palabre soit aussi nourri de danse, comme tu viens de nous le faire, et que on puisse retrouver ce moment de danse peut-être avec un process qui est plus le mien de travail, de traduction en fait de ce qu'on fait ensemble. Mais avant ça, effectivement, de s'autoriser à ce qu'on parle de nous. Donc, peut-être
que tu essayes de nous dire comment tu pourrais te présenter, d'où tu parles. Voilà, comment tu te définirais? En gros, moi, je me dis enfant de Demba Dembélé et Awa Dembélé, d'origine hip-hop, soninké du Sénégal, et aujourd'hui dans l'urgence de traduire une culture qui m'a nourri, la culture hip-hop, mais comment je me suis déplacé pour essayer de faire un va-et-vient entre l'esprit du collectif et la nécessité intime qui est la mienne. Et aujourd'hui, j'adore l'idée de partager pas simplement avec les gens du hip-hop, mais d'autres qui ont suivi le cheminement du hip-hop, comme le crump, le voguing, l'électro et bien d'autres danses. Et cette manière qu'on a de palabrer ensemble, ça me permet de mieux saisir en fait de quelle manière j'ai été imprégné, comment j'ai été façonné par ce hip-hop-là, et peut-être en voir les points communs. D'où tu parles alors? Dis-nous d'où tu viens. Alors, moi, c'est Alexandre Cyborg. Je suis français d'origine haïtienne. Donc, j'ai une double culture par ma mère et mon père haïtiens et par le fait que je suis né en France et que je vis en France. Je me considère comme un artiste qui aime explorer les choses et qui aime s'aventurer là où d'autres n'ont pas mis les pieds. Voilà. Ok. Et donc, si j'ai bien compris, ça commence par le sport pour toi. Ensuite, tu pratiques le hip-hop et ensuite, tu tombes amoureux du crump. Voilà. Donc moi, c'est vrai que j'ai eu une enfance. Moi, j'ai été basé dans le 95. Ma jeunesse, ça a été surtout la religion, un peu de sport et le truc avec les amis, ça a été ça. J'ai pu faire ma rencontre dans le hip-hop à l'âge de 11 ou 12 ans. Je connaissais déjà un peu par le biais d'un de mes cousins, mais je rentre dedans vraiment à l'âge de 11-12 ans en fait. Et après le hip-hop, je me cherchais, c'était pas facile pour moi parce que à l'époque, j'étais déjà bien développé et mon gabarit me laissait entendre que le hip-hop ne me laissait pas assez d'expression et de place. Et du coup, j'ai découvert le crump par le film Stepping d'abord, et ensuite Rise, et après, voilà, ça a commencé, et c'était il y a 11 ans, 12 ans. 12 ans. Donc, voilà. Alors, on a effectivement en commun d'avoir commencé très tôt à danser. Pour ma part, j'étais ultra timide, donc j'ai commencé en 85 à danser, mais en fait, j'ai envie de dire à pratiquer parce que c'est une culture pour moi, le hip-hop, avec cette devise qui est Peace, Unity, Love and Having Fun, and No Leg. Et ce que j'adorais, c'est que c'était une culture qui était faite par nous et pour nous. Et donc, là où j'ai eu des manques de transmission de la culture de mes parents, j'ai vu dans la culture hip-hop la possibilité de me construire en fait identitairement. Et donc, de cette timidité, j'ai vu un truc où je me suis dit, non mais là, entre les danses, le chant, le graffiti, le DJing, cette manière qu'on a d'être ensemble, de se porter, à une époque où il y a eu énormément de racisme parce qu'il y avait des skinheads qui traînaient pas mal vu que j'habite à Brittany-sur-Orge, mi-banlieue, mi-campagne, où le racisme était très prégnant. Donc du coup, on avait pas mal de personnes comme les Black Dragons, comme ça, qui étaient aussi à notre côté. Donc c'était pour moi l'équivalent de Homeboy, Fly Girl, des gens qui étaient juste là pour être avec nous, pour créer un groupe, pour créer une espèce de famille choisie. Et effectivement, je te rejoins dans l'idée que forcément, on a commencé tôt et puis on développe un corps qui est propre à cette danse, à cette pratique. Et par moments, ça peut effectivement être difficile de se déplacer vers d'autres choses, quoi. À cet endroit-là, moi, c'est plus la question du féminin qui a été assez complexe parce que je suis l'une des premières.
En tout cas, il y avait vraiment peu de femmes. Donc, quand tu commences pré-ado, c'est assez singulier de traverser ça avec que des modèles masculins. Et effectivement, moi, voilà, je me suis vraiment façonné autour de cette culture hip-hop qui est, comme on le dit pas mal, passé de la rue à la scène. J'ai même envie de dire du carton au lino, en passant par la MJC et les différentes salles, gymnase, voilà, le clubbing, Trocadéro, Saint-Michel, sur Notre-Dame, etc. Et que tous ces espaces-là, tous ces sols-là, toutes ces configurations-là, c'est un déplacement en soi aussi, quoi. Avec tout ce que ça implique de puissant, de charge et en même temps de tension, quoi. Et donc voilà, en tout cas, moi, c'était nécessaire de me déplacer. Je pouvais pas m'envisager rester qu'à un seul endroit. Et même de m'autoriser à faire des va-et-vient, là où pour beaucoup, c'était très violent de s'envisager faire ce qu'on a appelé à une époque des défis, qui sont devenus après, par la suite, des battles, donc plutôt un truc avec un money price après, et de passer d'un groupe à des désirs individuels. Et c'est ça qui m'a plu dans le crump, que moi j'ai découvert à travers le documentaire Rise. Quand j'ai vu ce documentaire de David Lachapelle, je crois que c'était milieu 90, j'ai pas eu de mots. J'étais chargé. Et là, même là, quand je t'ai vu danser, pareil, j'ai juste le corps qui commence à acquiescer ce que tu dis, quoi. Et c'est là où je pense que c'est quelque chose que j'ai vécu, mais perdu en cours de route dans le hip-hop et que j'ai cherché après ailleurs. Le fait d'avoir l'absence du mot et de se dire que le geste peut être aussi puissant que le mot, en fait. Et donc, ce moment, pour moi, il est précieux là, d'avoir le luxe de pouvoir me retrouver juste avec toi, parce qu'en général, on est tout le temps avec du monde. Et donc, on peut pas parler de cette dimension un peu intime, comment on traduit tout ça entre nous. Et moi, en tout cas, quand j'ai découvert le crump, pour moi, c'était une danse du palabre. Je sais pas toi ce que tu en penses. Alors, la traduction concrète de crump, c'est Kingdom Radically Amplified Mighty Breath. On pourrait traduire ça par éloge du puissant royaume. Mais du coup, j'aimerais bien avoir ta traduction. Toi aussi qui as baigné dans une dimension spirituelle assez forte au niveau de tes parents, qu'on retrouve dans le crump. Du coup, moi, là-dessus, je vais totalement te rejoindre. Pour moi, le crump, c'est une danse du palabre parce qu'elle a été créée pour ça. Elle a été créée pour s'exprimer différemment, en fait, pour s'exprimer par d'autres biais et pouvoir toucher d'autres gens, en fait, tu vois. Et ça a été vraiment créé dans cette nécessité-là. Pour moi, le crump, c'est vraiment des prières qui s'élèvent vers les cieux, en fait. C'est-à-dire que c'est une manière de se retrouver bien avec soi-même, avec les autres et avec une spiritualité. Peu importe comment elle est, comment on la retrouve, mais elle est nécessaire dans ce processus de crump, en fait. Parce qu'elle permet de se développer et d'apprendre à se connaître. Moi, personnellement, grâce au crump, j'ai réussi à combattre pas mal de choses d'intérieur. En fait, c'est vraiment une manière pour moi d'exprimer les choses et de pouvoir des sentiments et des émotions que j'arrivais pas à mettre avec des mots, en fait, j'arrivais à les traduire dans ma danse. J'ai l'impression que c'est une danse qui arrive à traduire des choses complexes, en fait, des choses qu'on pourrait pas dire avec des mots facilement. Et moi, personnellement, ça m'aide à me sentir bien là-dessus. Des fois, juste, je vais avoir des énergies, un sentiment ou juste un flashback de quelque chose qui s'est passé, qui a pu me toucher. Et de ce flashback, de ce sentiment ou de cette énergie, j'arrive à en traduire des mouvements durant un certain temps, en fait. Et ce qui va me permettre de me connecter à tout ça, en fait. Et de pouvoir mieux l'emmagasiner et mieux le digérer, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, en fait. C'est une danse qui est très sur soi, mais aussi très avec les autres, en fait, dans le partage. Et ça qui est un peu difficile avec le crump, parce qu'il y a le côté, en fait, on se met un peu à nu devant les gens et les gens se mettent à nu devant nous, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est une danse qui va exiger ce truc-là, en fait, d'être vrai à 100%, sinon ça ne fonctionne pas, en fait. Sinon, le processus, il est un peu coupé, en fait, tu vois. Et donc, c'est vraiment quelque chose
qui est important pour moi par rapport au crump et ce que je ressens. Alors, moi, je parle de culture parce que il y a des espaces où vous pratiquez et nous, on pratique nos danses. La rue, où vous allez vous faire des labs, des sessions, des battles. Est-ce que tu peux nous donner des éléments de compréhension en fait de comment déjà qu'est-ce que ça veut dire lab, cage, session et à l'intérieur de ça cette danse avec ces trois bases, le stomp, le chest pop et les arm swing, pour que du coup on sente que cette manière de palabrer à travers une configuration qui est souvent le cercle, mais qui est différente pour la cage, peut nous donner à comprendre la puissance verbale, entre guillemets, le vocabulaire qui se déploie en fait. Alors, la base de toutes les bases, avant tout, c'est la session. C'est la base de tout. De base, le terme session, il était utilisé pour dire rassemblement. C'est-à-dire que dans la session, il y a le rassemblement. Ça veut dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, il y a une session. Donc en fait, on y va, tout le monde vient et on se rassemble. Dans ce rassemblement, en fait, il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir ce qu'on appelle aussi la session. Du coup, c'est ça qui peut porter à confusion. C'est le moment où en fait, on va être en cercle, où on va être en sous-train, on va être d'une manière tous ensemble et où chaque danseur va passer au milieu pour s'exprimer. Et cette dimension, elle est importante parce qu'on a ce qu'on appelle la hype qui vient des autres danseurs. Et cette hype, c'est une énergie qu'on va donner aux danseurs pour qu'ils puissent se surpasser. En fait, si je devais le traduire de mon point de vue, ça devrait être un moment où en fait tu palabres, tu t'exprimes par ta danse et les personnes autour de toi t'aident à sortir ce que tu as à l'intérieur de toi en fait. C'est exactement ça. C'est comme si c'est une sorte de thérapie entre guillemets. C'est tu passes, tu t'exprimes et eux, ils ressentent ce que tu fais. Du coup, ils te donnent la force de donner. Et toi, tu donnes et ils te renvoient. C'est une manière vraiment en fait. Si on parle de l'Afrique, c'est palabrer, on parle des anciens et on a ce mot qui fait, on a ce truc qui fait Exactement. C'est beau. Exactement. C'est beau. Ou alors aux Antilles, c'est et crac. Et Mystic Creek, et Mystic Crack. C'est une manière de se dire, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'écoutez? C'est presque l'équivalent d'une résonance parce que avec ce stomp là qui est un pas marqué au sol, pour moi j'aime bien le dire, il y a une espèce de réverb comme ça qui vient contaminer les autres et là les autres à leur manière aussi et là lui-même ressent ça. C'est exactement ça et c'est ce qui va pousser le danseur à donner au maximum et les personnes à être dans le crump en fait, tu vois. C'est ce qu'on va appeler, tu sais, c'est tout ce qui va être, on aime bien dans le crump parler de tout ce qui est live, les box, etc. en fait. C'est des termes qui sont utilisés en fait pour amener tout ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la liveness, c'est un terme qui est utilisé dans le crump pour dire que c'est quelque chose qui est maintenant aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est immédiat en fait. Et c'est tellement immédiat que tous ceux autour le ressentent de manière immédiate en fait. Et c'est ça qui va produire cet effet d'engouement dans le public en fait. Tu vois, souvent de l'extérieur, quand on regarde le crump et qu'on ne le vit pas, on a l'impression que c'est compliqué ou on ne sait pas comment faire. Et c'est que quand on est dans le cercle et même pas en train de danser juste autour qu'on comprend en fait qu'il y a une énergie qui est commune et qui est présente. Ouais. Moi, je le ressens et même aujourd'hui, je le ressens. C'est-à-dire que je suis en dehors du cercle, c'est-à-dire que je ne suis même pas dans le public, je vais être dans une atmosphère, dans une énergie. Dès que je rentre dans l'atmosphère, elle devient plus lourde. C'est automatique. Il se passe quelque chose, en fait, et tu sens que là, au cercle, dans le milieu, si tu y vas, c'est pour t'exprimer. Tu es obligé. C'est ça. Moi, ce que j'adore, c'est le débordement. C'est comment le crump s'autorise mais complètement à déborder. C'est la question du beau est mise de côté. L'expressivité, elle va dans son paroxysme, c'est-à-dire que les mains, les grimaces sur le visage et vraiment d'aller au bout du relâcher, mais avec l'idée du contrôle de tout ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est que des suspensions, des arrêts pour se dire, en fait, cette charge-là,
je la contrôle parce qu'effectivement, j'ai des choses à vous dire et il y a différents levels Exactement. et que c'est cette question de débordement et de se dire comment à chaque fois j'arrive à canaliser qui fait que ça se déploie à différents endroits, à différentes échelles. On peut lâcher tout au sol, quand on peut tout lâcher auprès d'une personne. On peut toucher cette personne-là, prendre ses vêtements, un espèce de truc comme ça. Mais c'est on a souvent le sentiment que c'est une violence qui est déversée, alors que c'est une charge assez dense qui s'est presque à soi renvoyée en fait. Pour moi, j'ai presque l'impression que c'est un peu, c'est un contrôle d'une autodestruction quoi. En fait c'est un peu ça, dans le sens où moi j'aime parler, les gens aiment parler du crime en étant violent, brutal. Moi, j'aime parler d'énergie. Moi, pour moi, c'est de l'énergie. C'est qu'en fait, à l'heure où tu es dans le cercle, ton énergie elle est tellement forte que certaines personnes vont devoir sauter. Certaines personnes vont devoir crier. Certaines personnes vont devoir attraper. En fait, ils ont besoin de canaliser cette énergie aussi et de l'exprimer d'une diverses manières, en fait. Et c'est ça qui va… Et le fait d'agir de cette manière-là, de déborder, ça va leur permettre de vraiment lâcher tout ça, en fait. En fait, le crime, c'est comme c'est quelque chose qui est très profond. Quand tu l'exprimes, il sort comme il sort. Il sort comme il sort. Il sort de manière vraie. Il sort pas de manière belle. Il sort pas de manière. Il sort de manière vraie. Et quand il sort de manière vraie, ça veut dire qu'en fait, on est obligé de passer par ce débordement-là, car au moment où le danseur le fait, lui-même, il sait pas où il va aller en fait. Et le fait que les gens lui envoient la hype, ça l'amène là aussi où lui-même, il sait pas encore ce qu'il… Et en fait, c'est un truc qui se multiplie au fur et à mesure. Et ça donne des débordements fous. Des fois, on a ce qu'on appelle casser la session. Ça veut dire que tu as des gens qui vont danser tellement, ils vont tellement dégager une énergie forte, une spiritualité forte, une énergie forte, qui vont réussir à déplacer la session ou qui vont réussir à casser la session. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus vraiment ça va être un bourra complet. Parce qu'en fait, dans cette énergie et dans cette expression-là, on aura besoin de l'exprimer ainsi, en fait. La session, c'est vraiment ce qui doit arriver, va arriver, en fait. Et c'est tout. Et c'est comme ça. Alors, j'aime bien parler d'espace de rite, qui est une forme d'initiation, en fait, aussi, qui est mis en place dans le crump. Et alors, ça peut s'identifier parce que nous, on s'appelle des crews. En voguing, ça s'appelle des house. Vous, c'est des fames, c'est des familles choisies. Et qu'à l'intérieur de ça, il y a toute une hiérarchie de personnages qui existent. Et j'aurais bien aimé que tu nous parles un peu de ça pour qu'on en vienne à cet espace d'intronisation, qui est aussi une forme de bizutage, disons les choses jusqu'au bout, qui est la cage. Alors, tant mieux qu'on parle de ça, ça va m'aider à revenir un peu sur ce qu'on disait aussi avant. Alors, là, on a parlé de la session, d'accord? On a parlé de cet endroit-là dans lequel on s'autorisait des passages, la hype, des débordements, etc. Et en fait, du coup, on va directement passer à ce qu'on appelle les familles. Alors, les familles dans le crump, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être pas comme des crews parce que c'est une dimension qui est beaucoup plus proche, en fait. On va avoir ce qu'on appelle un big homie. Le big homie, c'est le grand frère. Et en fait, il va avoir une famille. Et du coup, des little homies, donc des petits frères, petites sœurs, qui vont toujours avoir cette dimension de lien de subordination, en fait. Le big homie va recruter, entre guillemets, va s'approcher de certains petits frères et va les former. Et quand il va les former, en fait, il va leur donner ce qu'on appelle chez nous des grades. Il va leur donner un nom. Parce qu'ils ont déjà leur nom de famille. Leur nom de famille, c'est le blaze du bigomie, le nom du bigomie. Moi, c'est Cyborg. Du coup, ma famille s'appelle la Cyborg Fame, la Cyborg Family, la famille de Cyborg. Et du coup, moi, mes lilomis, je vais les grader. C'est-à-dire que je vais leur donner un nom, un prénom avant leur nom de famille. D'accord? Qui va leur correspondre. Par exemple, je pourrais appeler un de mes lilomis Kid Cyborg. En fait, donc, son prénom sera Kid dans la fame et son nom de famille, ce sera Cyborg, comme le reste de la fame. Par exemple, je pourrais appeler
un Lilomi Girl Cyborg, et ce sera son nom, son prénom dans la fame et son nom de famille, son prénom dans la fame et son nom de famille Cyborg. Et en fait, c'est comme ça qu'on va s'identifier. Ils vont s'identifier à moi par le style, la manière dont je vais m'exprimer, dont je vais danser, mais aussi d'avoir une dimension qui va être beaucoup plus quotidienne. C'est-à-dire que c'est des petits frères ou des petites sœurs qui peuvent me demander des conseils, en fait, que je vais aider dans la vie de tous les jours, avec lesquels on va passer des moments forts en émotion, en fait. On va s'entraîner ensemble, on va parler ensemble, on va manger ensemble, on va rigoler ensemble. Ça devient vraiment une famille choisie, une famille de substitution, en fait, qu'on va avoir tous ensemble. Et dans le même objectif, on va faire ce qu'on appelle des meetings, où on va se rencontrer et on va parler. Et en fait, c'est vraiment cette dimension-là qui est un peu comme les house dans le voguing, en fait. On va avoir vraiment cette dimension de famille rapprochée, en fait. Et du coup, c'est ça qui va différencier un peu les familles du crew, en fait. Alors que le crew, c'est plus des individualités qui vont travailler ensemble, comme le fait plein de danseurs dans plein de danses. Mais la famille, c'est vraiment ça qui différencie tout ça. Et en fait, de la et en fait, du coup, pour entrer dans la famille, on a ce qu'on appelle une cage ou un pack-out. En fait, ça va être un rite, un bisoutage, on peut le dire, une épreuve. J'aime bien l'appeler comme ça. Une épreuve qu'on va demander à la personne qui veut rentrer dans la fame de devoir accomplir, en fait. C'est-à-dire que cette épreuve, elle est simple. Il va devoir être testé. Comment il va être testé? Il va être testé par le crump. En gros, on va le mettre en battle contre toute la fame, contre toute la famille. Et il va devoir répondre à chaque membre de la famille. Des fois, 2 fois, 3 fois. Il n'y a pas forcément de règles sur un passage, mais en fait, il doit être testé durant une certaine limite de temps. Et du coup, il doit battle tout le monde. Et le but… fatigué. Exactement. Le but du test, c'est de voir qui tu es. Qui tu es. Parce qu'en fait, c'est dans la fatigue qu'on voit ce qu'on veut sortir. C'est ça qu'on veut voir, en fait. Donc, on veut voir la personne aller jusqu'au bout, ou jusqu'où elle peut aller pour la famille. Tu vois, c'est vraiment une épreuve de cœur à cœur, en fait. Quand tu passes une cage, le premier, deuxième, troisième, quatrième, ça va. Mais au bout du 15e, 16e, 20e, 35e round, c'est là qu'on commence à communiquer tous ensemble et qu'on se voit chacun comme chacun est. Et c'est ça qu'on veut voir dans ce genre d'initiation, dans ce genre d'épreuve, en fait. Et si la personne passe cette épreuve, elle peut rentrer dans la fame, mais si elle ne le passe pas, ben, elle pourra tenter sa chance. Et voilà, c'est comme n'importe quelle épreuve, on peut réussir et on peut échouer, en fait. Donc, voilà. Et quand la personne va rentrer dans la fame, et ben, après, va se mettre en place d'autres choses. On va avoir ce qu'on appelle des labs en commun, des labs de fame. En fait, des labs de famille. Le lab, en fait, c'est le laboratoire. C'est en fait le laboratoire. C'est là où on va travailler, étoffer notre style. On va pouvoir, comment ça s'appelle, travailler sur le crump, on va pouvoir travailler sur le cyborg style, on va pouvoir travailler sur ton style à toi, on va pouvoir travailler sur ton prochain battle. En fait, c'est un endroit où on s'autorise le fait de tester des choses, en fait. Tu vois, c'est un endroit où on s'autorise d'être là et d'échanger des moves, d'échanger des idées, d'échanger des concepts, tu vois. Donc, c'est un endroit, en général, on le fait souvent en famille ou en crew, mais c'est vraiment des personnes restreintes. On ne peut pas laber avec 50 personnes, c'est pas possible. On lave entre nous. C'est-à-dire que c'est vraiment une dimension qui est assez, comment ça s'appelle, qui est assez personnelle, en fait, qui est assez familiale dans l'idée. Cool. Et tout ça, ça va nous aider à pouvoir aller dans la session pour s'exprimer et aussi à rentrer dans une dimension qui est aussi importante dans le crump qu'on appelle le battle, en fait. Tu vois, c'est là où on va avoir des confrontations de fame entre fame, de style entre style et ainsi de suite. Et du coup, le lab va nous permettre de pouvoir se préparer à toutes ces épreuves que le crump va nous apporter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, j'aimerais bien en venir à ce qu'on en fait, nous, nos cultures respectives. On aime faire des va-et-vient entre la rue et la scène, le club, battle, etc. Et récemment, on a effectivement été sur la scène de la Bastille pour créer, enfin, en tout cas pour l'opéra Les Zones Galantes. Et j'aurais trouvé intéressant de savoir comment ça a été reçu dans la communauté crump, en fait.
Ils étaient tous super contents parce que, tu sais, quand tu vis une danse tous les jours, tu la vis dans la rue, tu la vis des fois dans des studios, mais tu la vis de manière très underground, tu as du mal à te dire que ce truc-là, il peut être mis et il peut être interprété sur de grandes scènes. Et le fait d'avoir vu ça sur de grandes scènes, la communauté crème s'est sentie représentée. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a été important pour eux, en fait. C'est le fait d'être représenté sur Bastille, d'être représenté à l'opéra. Le crump compte. Le crump, on peut compter le crump parmi ces danses qui ont foulé l'opéra. C'est quelque chose d'important, en fait. C'est quelque chose avec lequel on peut faire de grandes choses, en fait. Tu vois, ça a été reçu comme ça, comme une avancée, comme un step en plus de OK, ils l'ont fait, c'est qu'on peut le faire alors. OK, les gars, on peut le faire. Bah, OK. Et juste après ça, on a eu pas mal de monde euh, qui étaient dans des compagnies. Là, il y a de plus en plus de crumpers qui vont dans des compagnies, qui travaillent, qui ont l'envie d'être intermittents du spectacle, qui ont cette envie-là. Ce n'était pas le cas il y a 5 ou 6 ans. Et plus les choses avancent, plus on fait ce genre de projet et plus on amène des crumpers à vouloir s'intéresser à autre chose que le crump en lui-même, en fait. Et de pousser le crump ailleurs. Du coup, c'est ce qu'on voit au fur et à mesure, tu vois. Et c'est très motivant. Ouais, bah écoute, moi, à cet endroit-là, j'ai vraiment vu que ce qui s'est passé pour les Indes galantes, c'est vraiment cette rencontre euh, qui est ouais, de vous avoir rencontré, quoi. Je pense que c'est d'abord la rencontre de personnes. Moi, je connaissais Nash, j'avais travaillé avec Nash, c'est comme ça que j'ai été identifié comme chorégraphe travaillant sur cette danse-là. Mais, euh, mais effectivement, je pense qu'il y a ce qui s'est passé pour moi, c'est vous rencontrer, c'est voir ce qu'on avait en commun et de quelle manière on pouvait le traduire en fait. Euh, et donc j'ai trouvé intéressant qu'il y ait effectivement ce premier épisode qui était le film court de 5 minutes. Pour moi, ça y est, c'était fait, c'était enchanté, merci, au revoir. Et finalement, Exactement. comment des mois après, c'est comme si tu restais dans ta petite cellule et d'un coup, tout le monde te dit, mais c'est un truc de dingue. Et tu sais, tu te dis, mais on n'a pas fait quelque chose de. Enfin, c'est nos habitudes et pour moi, c'était singulier d'avoir cet engouement-là alors que c'était juste nos habitudes. Et ensuite, c'était euh, cet engouement a du coup sollicité le besoin de nous revoir à travers cet opéra-ballet. Et là, ouais, effectivement, je me suis dit, si ça permet ça au niveau du crump, j'aurais trouvé chouette que dans un idéal, on fasse qui ne s'était jamais fait, c'est-à-dire de voir toutes ces danses, comme je disais tout à l'heure, j'en ai pris beaucoup en disant, en fait, est-ce qu'on peut s'autoriser à palabrer tous ensemble, à se rassembler tous ensemble et à voir qu'est-ce qu'on a en commun? De d'abord s'adresser à nous, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion, et alors de différentes générations, de différents endroits, de différentes classes, etc., de se dire, est-ce qu'on peut s'autoriser à prendre cette scène-là et à palabrer ensemble à travers cette thématique-là des Indes galantes, qui est quand même une charge forte et puissante, parce que c'est une commande qui a été faite pour fêter les comptoirs à l'époque coloniale, donc l'esclavage, donc c'est très puissant et c'est très violent. Mais comment on pouvait le traduire avec ce que nous, on vivait aujourd'hui? Pour moi, c'était d'abord s'adresser à vous, quoi. C'était d'abord se dire, il y a des choses qui nous sont léguées, d'autres qui nous appartiennent et d'autres qui ne nous appartiennent pas. Mais est-ce qu'on peut s'autoriser à faire une traversée ensemble? Moi, j'appelais pas ça un opéra-ballet, j'appelais ça une traversée. Et j'ai eu à cœur de vous souhaiter un bon voyage, là où on a rencontré ce public. Parce qu'à un moment donné, ce truc-là qui a duré plus de 2 ans, où tu es un peu coupé du monde, c'est que au moment où il y a eu les représentations, où du coup, moi, j'avais pu être sur scène, mais être juste en face et acquiescer justement votre parole, votre traversée, où là, je me suis rendu compte qu'effectivement, de la puissance de contamination possible, en fait, de tout ce qu'on porte, en fait. Non, mais c'était vraiment une expérience à part entière. Déjà, nous, c'est pareil, on s'est rencontrés durant la vidéo. Hein. On s'est rencontrés en 2016. Durant la vidéo, on avait discuté même un peu juste avant la vidéo. On avait déjà eu un bon feeling. On discutait un peu de la danse et des projets et tout. C'était super sympa, je me souviens. Ça m'avait beaucoup marqué comme discussion. Et on finit, bon, bah, ça se passe bien. Okay, la vidéo, elle sort. Et là, tout le monde me dit partout que la vidéo est vue partout. Elle est dans les avions, les gens.
ils sont transportés par cette vidéo, par cette énergie. Et comme tu le dis, bah, la vidéo était bien, effectivement, mais bon, on a l'habitude de sessionner comme ça. Enfin, c'est rien de surprenant pour nous, mais c'est à ce moment-là que j'ai compris que notre endroit n'est pas forcément l'endroit de tout le monde. Et que, du coup, cette singularité de notre culture et cette énergie qu'on a et qu'on partage, en fait, tout le monde ne la vit pas, en fait. Et du coup, la vivre sur une vidéo comme celle-là, c'est quelque chose de fort. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être ça, en fait. Et juste après, bah, pareil, hein, on fait nos vies et là, on se rend compte sur l'opéra et on voit un gros projet comme ça mis en place. Ça a été une aventure exceptionnelle parce qu'on a dû passer par plein de choses. Tu vois. Là, on voit, tout le monde a vu le résultat, mais on n'a pas vu les sens qu'on avait avec Katharina, sur tout ce qui est comprendre la musique baroque, l'écouter, à quel moment ça a été créé, dans quel cadre, Louis XIV, ce qu'il a eu comme importance dans la culture pour la France et ainsi de suite. Tu sais, c'est des choses qu'on avait entendues à l'école, mais là, de le voir et de le vivre de cette manière-là, l'histoire de l'opéra, le pourquoi du comment, ça a été une aventure folle quand même. Et amener ça avec nous, notre culture à nous. Et là, la première, la fin, et que tout le monde soit dans cet engouement-là, se lève, après tout ce travail, c'était magnifique sur toutes les représentations. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu, vécu en fait. Et apparemment, eux aussi en fait. Donc c'est-à-dire qu'on était au même endroit à ce moment-là et on se comprenait par rapport à ce qui se passait sur scène. Et ça, c'était vraiment quelque chose à vivre en fait. À vivre et à ressentir parce que c'était. Wow, tu vois, moi j'étais sur le dernier tableau, Les Sauvages. Et oh là là, mais c'était waouh, tu vois. Mais moi, j'étais transporté à chaque scène, j'étais transporté, c'était quelque chose d'autre en fait, à chaque fois. Et on avait cette communion de groupe, cette contamination. Et on contaminait aussi les gens dans le public et les gens là-haut, tu vois. Tu sais, les gens là-haut qui nous voient de loin, eux aussi étaient contaminés, tout le monde se levait, tout le monde était dans la même communion. Et ça, c'était vraiment un endroit magique. Non, je peux le dire, vraiment. Mais avec le recul là maintenant, je peux dire que c'était vraiment chargé en émotions. Alors là, j'ai envie de te proposer un truc de cet ordre-là, en fait, si on peut avec un contexte singulier parce qu'on est confiné, mais se dire, est-ce qu'on peut, en ayant ce souvenir de tout ce qu'on se dit là, revenir vers quelque chose de plus intime et d'essayer de retraverser ce qu'on a fait avant les représentations, c'est-à-dire on a fait une formation qui nous a permis de créer ce lien, cette famille, ces crews, ces house qui sont devenus un ensemble et qui nous ont permis de pouvoir être unis et d'avoir un langage commun qui était celui de l'underground, des clubs et tout. J'avais envie d'essayer avec toi, là, à travers les espaces dans lesquels on est, de faire un exercice qui pourrait peut-être me permettre de mieux te connaître que toi. Pas le crump, pas le crump sur ces différentes scènes, mais toi, Cyborg, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est comment tu portes vraiment la mémoire d'Haïti comme quelque chose qui est loin, mais très proche aussi. Donc, si tu veux bien, en fait, je t'ai envoyé des images. Je t'ai envoyé une sélection d'images qui me semblait me toucher. C'est un exercice que je vous avais fait faire quand on avait travaillé la vidéo des Indes galantes. Je vous avais montré plusieurs images pour essayer de baigner dans le contexte dans lequel avaient été fait les Indes galantes. Et là, j'aurais bien aimé essayer de refaire cet exercice-là pour qu'on puisse donner la puissance que peut être cette danse du palabre à travers cet exercice qui, pour moi, est une forme de rite. On n'est pas à l'endroit de la chorégraphie, on est à l'endroit du soin, on est à l'endroit de comment la danse peut avoir une charge puissante de pouvoir se soigner là où on peut manquer de référents parce que on s'est déplacé avec le temps, voilà, de continent à continent et de corps en tension pour effectivement avoir un peu plus de liberté, mais pas vraiment. Du coup, voilà, est-ce que tu peux prendre le temps de regarder chacune de ces images? De te connecter à ta respiration, de te connecter à tout ce qu'on s'est dit et d'essayer de te préparer. Alors, ce que je t'ai proposé, c'est une musique qui a été composée par Rocher Lamblard, qui fait à peu près 10 minutes, sur laquelle tu peux à nouveau prendre un espace pour danser. Et l'idée, c'est que cette musique-là puisse
traduire ce qu'on s'est dit là, mais surtout peut-être traduire le lien que tu as à Haïti. Donc, ce que je vais te proposer, c'est de te connecter à ta respiration, d'essayer de vraiment revenir à un espace micro, de te connecter à ta respiration. Cette respiration, de te dire qu'elle a l'image d'une fumée et que plus tu vas respirer, plus il va y avoir une densité de cette fumée-là. Cette densité de fumée, elle va aussi être imprégnée de la musique que tu vas entendre de Charles. Elle va rentrer à l'intérieur de ton corps et peut-être que tu vas avoir des images qui vont revenir de tout ce qu'on s'est dit et des images que tu vas là pouvoir avoir devant toi là d'Haïti. Et j'aurais aimé que voilà, tu prennes le temps à travers cette respiration qui va être aussi une manière pour toi de canaliser à travers des arrêts, des suspensions, des apnées. Tu vas redescendre en énergie et juste laisser parler ton corps. Juste essayer que les gens saisissent qu'est-ce qu'on peut dire quand on dit que c'est une danse du palabre en fait. Une danse du palabre qui peut se connecter entre hier et aujourd'hui, entre toi et le collectif. Tu vois donc voilà, si c'est bon pour toi, je veux bien que tu prennes le temps, tu nous dis quand c'est bon pour toi, peut-être de prendre le temps de l'installation de la musique, de boire et d'y aller. Et après, on essaie de se retrouver pour discuter de comment tu as traversé ça. D'accord, je regarde les images d'abord. Ok.
Est-ce que tu veux essayer de poser des mots sur ce que tu as traversé? C'était pas facile, Mm. émotionnellement parlant. J'ai vu plein de choses. Je me suis imprégné des images que tu m'as montrées avant. Et c'est difficile pour moi. Mm. J'arrive à. Je sais pas comment je fais, mais j'arrive à ressentir la douleur, Mm. le courage, Mm. le passé, les défauts, j'arrive à voir, en fait, j'arrive à sentir tout ça dans mon corps. Ça me parle comme si j'y étais, en fait. Ou j'y avais été, ou quelqu'un a été, j'ai vu, je sais pas. Mais moi, ça me traverse tout de suite dans quelque chose de très fort. C'est indescriptible. C'est, je sens le vent. Je vois Haïti, je vois la mer. J'arrive à me mettre dans tout ça, en fait. Et ça me fait du bien. Mais c'est dur parce que j'ai vraiment l'impression d'encaisser tout ça. C'est pour ça que j'ai eu besoin de m'exprimer jusqu'au bout, même après la fin de la musique. Mm. Parce que cette charge émotionnelle était forte, en fait, et j'avais besoin de la sortir. Mm. Et voilà, je bouge mon corps d'une manière, je vais dans une direction, je suis transporté par cette énergie, en fait. Mm. Je me suis concentré sur ton histoire de fumée, sur ton concept, et ça m'a fait partir. Mm. J'aurais pu danser encore Mm. indéfiniment, parce que c'est une énergie qui n'est pas la mienne, en fait. Mm. Tu vois, que j'arrive à utiliser, en fait. Tu vois. C'est très spécial, mais c'est vraiment. Wow. Je- j'essaie de poser des mots, mais c'est un peu compliqué à expliquer. Ouais, bah en plus tu viens d'en sortir. Mais en tout cas, ce que je tenais à dire, c'est que tu fais pas mal de recherches aussi. Et j'ai besoin des fois de créer du lien entre ce qu'est la jeunesse de nos danses, de nos cultures. Et j'aime à l'identifier à l'endroit du marronnage, en fait. Le marronnage, c'est comment des personnes déportées, euh, pour être esclavagisées, créent des sociétés libres dans des milieux dits hostiles, donc la forêt, les montagnes ou autres, et se réinventent des espaces de vie plus safe. Et du coup, ils ont une manière de pouvoir vivre à travers une agriculture et à travers une manière de pouvoir libérer d'autres personnes. Donc, ça va passer par voilà, des chants, des danses, des traditions, des manières de fuir, de fuguer, des manières de pouvoir sauver l'autre. Et pour moi, c'est un savoir qui est puissant, qui a été occulté historiquement, qu'il faut pouvoir repenser aujourd'hui parce que j'estime que nous, ce qu'on fait là dans les rues, les clubs et autres, c'est héritier de ça. C'est héritier de ces manières de pouvoir se réinventer des espaces libres, de pouvoir convoquer nos récits qui sont occultés et à travers le chant, à travers les chants, les danses, les musiques. Et ce voyage, pour moi, que tu fais, c'est un peu à cet endroit-là. C'est essayer de réinventer un espace de rite, une possibilité de convoquer nos strates, nos mémoires, à travers le geste-là, en tout cas. Et à travers ce travail de musique répétitive que fait Charles, voilà, de répétition, qui permet justement de convoquer la mémoire. Donc, quand tu m'as fait ça, tout de suite, ça vient à cet endroit-là. C'est comme si tu venais taper un peu pour aller reconvoquer des histoires dans les strates de ton corps, en fait, et comment là, tu les déploies, tu les décharges. Et pour moi, voilà, c'est à l'endroit du soin, parce que comme tu dis, en fait, là, même le fait de pouvoir le verbaliser, c'est un procès de pouvoir s'en détacher aussi, ou bien de s'autoriser à ce que ça vienne et que ça ressorte. Donc, c'est une autre forme d'énergie, de puissance et de traduction, en tout cas, de nos danses. Et c'est à cet endroit que je travaille.
En tout cas, je te remercie. Je crois que là, on, est- on a pas mal échangé. Pour moi, ça vient dire toute la nécessité en fait de faire ce qu'on fait, mais surtout aujourd'hui de le nommer pour que du coup ce soit compréhensible pour le maximum de personnes. Donc voilà, je remercie Renan et Cathy des Ateliers Médicis de nous permettre de faire ça malgré le confinement et de traduire différemment en fait ce qu'on est capable de faire. Ben, merci à toi infiniment et à bientôt.